Salut à tous, ce soir avec Philippe Vecchi, on vous parle dans NPA Cinéma d'un jeu d'enfant. C'est un film qui fait peur. Alors mes deux invités qui sont dans le film, Karine Viard, Ludivine Sagnier, vont nous faire peur. Faites-moi peur. Qu'est-ce qu'on fait? Faites quelque chose. À vous barrer. Salut. Elle se barre de l'émission. Bon, on fera l'émission seule avec Philippe Vecchi, tout de suite. Bienvenue dans Nulle part ailleurs cinéma pour tous ceux qui aiment le cinéma. Aujourd'hui avec Philippe Vecchi, nous allons vous faire découvrir des démons en culotte courte, la famille Pokémon également revue et corrigée par Véronique Jacquinet et bien sûr nos deux invités, l'excellente Karine Viard et la brûlante Ludivine Sagnier. Mais démarrons tout de suite par l'interview de Jean-Jacques Benex, le metteur en scène de 37.2, a dit, vous le savez tout le bien, qu'il pensait de Love Story. Il prépare même un documentaire sur le sujet. Alors qu'est-ce qu'il pousse à prendre ainsi position? Démago, opportuniste ou fan sincère? Et bien tout de suite, la réponse grâce à Laurent Marquis. Tout le monde s'est exprimé là-dessus. Moi, j'ai l'avantage d'être un des premiers qui se soit exprimé et d'y avoir été. Donc, je n'ai strictement rien à me reprocher là-dessus. Je ne suis pas infaillible. Je vous dis, c'est du métal en fusion. Donc, c'est un truc qu'il ne faut pas toucher les mains nues. C'est très difficile. Quant à ma promotion personnelle, très franchement, c'est à double tranchant. On ne peut pas dire que on a été particulièrement indulgent à mon égard. Oh, voilà, c'est plutôt une prise de risque. Je suis plutôt discret dans les médias. Mais justement, là, vous avez une exposition importante. Mais malgré moi. Vous ne la recherchez pas? Mais pas du tout. Jamais j'aurais pensé que ça allait entraîner autant de choses. Je savais que c'était un truc énorme. Je répète, c'est énorme. Mais à ce point-là, je ne pouvais pas imaginer. Mais si j'avais vraiment recherché la notoriété, attendez, j'aurais fait Match. On m'a proposé d'écrire dans Le Monde. Vous ne pouvez pas savoir. Et je serais rentré dans le loft. Si j'étais une pute. Et justement, je ne veux pas qu'on puisse dire ça. Parce qu'on peut tout dire de moi. Je n'ai jamais profité de ces choses-là. Il y a toujours eu un combat derrière. Alors après, je sais bien qu'en m'exposant, il y aura un retour de bâton. Eh ben, on verra bien. Il n'y a pas que la télé, il y a aussi le cinéma, la vie du cinéma continue. Et on parle justement de nos deux invités qui sont à l'affiche d'un très bon petit film de genre. Absolument. Alors, l'une de nos invitées fait couple dans ce film, couple de fiction avec Charles Berling. Et on l'a vu et aimé, notamment dans La Nouvelle Ève ou encore Au les cœurs, La parenthèse enchantée. Quant à la jeune actrice qui va nous rejoindre du même pas, elle a littéralement fait imploser l'écran dans Goutte d'eau sur pierre brûlante où, on va dire, la grâce de sa plastique le disputait à son tempérament pour le moins pétillant. Vous avez dit brûlant tout à l'heure. Exact. Les deux vont bien ensemble. Bref, trêve de cirage, qui n'en est pas d'ailleurs. Merci d'accueillir de manière sympathique, ronflante, Ludivine Sagnier et Karine Viard. Bonsoir. À la télé, on se dit toujours bonsoir 6 fois, on s'est déjà croisés. Alors vous savez que la promo est ainsi faite qu'il vous faut donner envie aux spectateurs de choisir votre film plutôt que beaucoup d'autres. Alors celui-ci est très bon, mais il faut toujours le petit coup de pouce. Hein. Donc on va vous donner, pour commencer, pour vous chauffer un peu, 30 secondes. Je sais pas, en regardant cette caméra, vous en avez deux en face. On met le chrono, ouais. Vous êtes prête? Ça vous dit? Allez, top chrono, c'est parti, allez-y. Bon, il faut aller voir un jeu d'enfant parce que Karine Viard est très sexy, Charles Berling très drôle et les enfants, ils font super peur. Il faut aller voir un jeu d'enfant parce que Ludivine Sagnier est très terrifiante, angoissante. Le film lui-même est assez terrible.
Et voilà, il faut y aller quand on aime les enfants. Il faut y aller pour nourrir les acteurs français aussi. Non. Bravo, pas mal hein, comme exercice. Bravo Non, quand même, bien. faut le faire. Allez, t'applaudir. Et vous n'avez rien gagné. Plus sérieusement, ce genre de promo un peu direct, frontal, est-ce que vous pensez qu'il faut y avoir recours? Parce que les films français, parfois, sont tellement difficiles à défendre, ils ont parfois du mal à exister sur le marché. Est-ce que vous pensez qu'il faut en arriver là, parfois, à faire un service après-vente musclé? On n'a pas tellement le choix, en réalité. Il y a beaucoup de films, effectivement, qui sortent le même jour, en général. Il faut donner envie aux gens d'aller le voir. Je ne sais pas ce qui leur donne envie ou pas. Personne ne sait. Ben non. Vous, ouais. Peut-être un petit peu la bande-annonce aussi, en général. C'est ce que marche pensent bien, les Américains, qu'il faut passer la bande-annonce. C'est ce qu'on va faire tout de suite, puisqu'en tout cas, donc, Un jeu d'enfant, c'est le deuxième long-métrage de Laurent Tuel, en salle mercredi prochain. C'est donc un film de genre, un huis clos malin et passablement angoissant, dans lequel un couple se fait terroriser par ses propres enfants. Et donc, on regarde la bande-annonce. Un jeu d'enfant, donc. Le film sort mercredi prochain. Ludivine Sagnier, quand vous avez vu le film, alors que vous connaissiez l'histoire et le scénario, vous avez eu un vrai choc. Qu'est-ce qui vous a secoué à ce point? En fait, ce qui m'a secouée, c'est Karine. Quand on a vu le film, parce qu'on était toutes les deux. Et moi, je pensais pas avoir la surprise. Justement, c'était la première fois que je rentrais dans les coulisses d'un film de ce genre-là, aussi angoissant. Et je pensais que, en connaissant le scénario, en ayant vécu la situation, on n'aurait pas de choc émotionnel. Et c'est vrai, quand je me souviens, on était mortes de trouille, on était sous les fauteuils, on hurlait. Charles nous engueulait parce qu'il ne pouvait pas suivre l'action. C'était... Et quel plaisir, Karine, vous avez eu en tant qu'actrice à être dans un film qui fait peur. Et je crois que vous aimez, non, ce genre Oui, de moi film. j'aime assez. D'ailleurs, quand je vois la bande-annonce, ça me dresse un peu les poils sur les bras et tout ça. C'est une jubilation enfantine, vraiment. Moi, j'aime être spectatrice de ce genre de film. Enfin, pas tous, mais... C'est comme quand on est enfant, qu'on joue à se faire peur, mais au bout d'un moment, on y croit vraiment. Bon, il se trouve qu'à le faire, à le fabriquer, évidemment, on n'est pas dans cette terreur-là. On doit rendre compte d'une terreur, mais en tout cas, une fois qu'il a été fait, le voir, être spectateur de ça, effectivement, ça fonctionne, je trouve. Alors en tout cas, progéniture effrayante, gamins enragés, gosses possédés, le cinéma est peuplé d'enfants qui ne sont pas à proprement parler des anges, donc de l'exorciste au village des damnés. Une petite revue de détails de tout ça avec notre marin, Alain Charlot. Merci. Excellent Alain Charlot pour ce sujet qui nous rappelle qu'il y a vraiment de très bons films sur les enfants. La nuit du chasseur aussi, on aurait pu mettre. Il y a quand même Le village des damnés qu'on peut sortir du lot, qui est un film de Carpenter. Alors, ce qu'il dit dans son sujet, c'est que la plupart des films fonctionnent sur des enfants à l'apparence angélique, qui sont en proie à des phénomènes surnaturels. Est-ce que vous pouvez nous dire si les enfants du film correspondent à ce schéma-là? Oui. Bon, ceci étant, il y a toujours chez les enfants quelque chose comme ça d'assez angélique, d'assez naïf, et sur lesquels on peut imprimer beaucoup d'horreur. Donc oui, en tout cas, les enfants du film, là, sont blonds, avec des grands yeux clairs, charmants, des petites voix tout à fait mignonnes. Oui, bien sûr, ça fonctionne là-dessus. Je pense que si on a un enfant torturé, un peu comme ça fonctionne moins que si on a un visage complètement lisse. Cela dit, on peut mettre un bémol par rapport aux images qu'on a vues. C'est vrai que le film fait peur, mais c'est pas non plus effrayant. C'est pas un film on n'est pas d'horreur, sous en le tout feu. cas. Non, pas c'est un gore. film plus angoissant, plus suintant, comme ça. On est, L'atmosphère, voilà, on est pris. Oui, c'est pas un film, c'est pas Vendredi 13 avec le couteau et tout ça. Et vous qui êtes mère de famille, c'est ça qui vous a plu dans le scénario, le fait justement que ce soit les enfants qui fassent peur, non? Non, pas nécessairement. Non, ce qui m'a plu, c'est le film de genre, c'est le scénario tel qu'il était. Après, c'est effectivement très excitant, étant une bonne mère de famille, de pouvoir un peu traumatiser des enfants. Je rigole. Ludivine Sagnier, vous avez un rôle qui est un tout petit peu plus secondaire. C'est-à-dire vous jouez la nounou du couple Viard-Berling. Alors, comme ça fait pas très longtemps qu'on vous connaît au cinéma, finalement, et qu'on aimerait bien vous y voir plus souvent, je ne sais pas ce que vous en pensez, Karine Viard. Oui, je suis d'accord. Comment vous arrivez à convaincre, comment vous parvenez à convaincre les metteurs en scène de vous faire bosser ou inversement? J'envoie des bouquets de roses noires. Non, pardon. Non, en fait... Photo de vous en slip et soutien-gorge bleu, comme dans Goutte d'eau sur Pierre Brûlante. Non, c'était pas une incidence complète, mais c'est aussi parce que j'ai pris l'habitude de travailler avec les producteurs de fidélité
parce qu'on s'entend bien et qu'on aime bien travailler ensemble. Et quand ils ont ouvert cette collection, qui est super parce qu'elle donne l'occasion à tous les jeunes réalisateurs de s'essayer dans un genre, moi je leur ai dit, si vous avez des petits trucs à me faire, moi ça me dirait bien de faire un film d'horreur ou un film de kung-fu qu'ils sont en train de faire ou des choses comme ça. Parce que vous aimez les films de genre. Je précise que ce sont les producteurs du film Fidélité qui ont lancé donc une série comme ça de films de genre. Ouais, voilà. Et moi, je trouve ça super intéressant comme de travailler sur une collection et puis en plus de travailler dans une fidélité avec les producteurs. Moi, c'est ça qui m'intéressait aussi. Ça tombe bien, parce qu'en plus, ça s'appelle Fidélité. Karine Viard, une question pour vous d'un de vos camarades de cinéma. La voici. Voilà, je voudrais poser une question à Karine et profiter que la caméra est sur moi pour lui poser cette question qui me brûle les lèvres déjà maintenant depuis 3 ans. On a tourné ensemble Les Randonneurs. On a eu des soirées de tournage, des pots-productions et en particulier un pot qui a été fait, qui était le pot de l'équipe. Et ce soir-là, j'ai vaguement essayé avec Karine je voulais savoir pourquoi elle a refusé, quoi. Benoît Poelvoorde, avec lequel vous avez tourné dans le film de Philippe Harel, Les Randonneurs. Votre réponse? Bien, j'ai refusé Benoît parce que je sentais que ça mettait en péril trop de choses. Il y avait une attraction sexuelle si forte entre nous que j'ai eu peur de tout basculer, quoi, de basculer dans une autre dimension. Et lui aussi, ça aurait mis trop le bazar dans nos vies respectives. Et puis, signalons quelque chose qui nous remplit de joie. Il était notre invité lundi, Benoît Poelvoorde. C'est que les Portes de la Gloire, le film dans lequel il joue, le film de Christian Meret-Palmer, a démarré aujourd'hui plutôt très bien sa carrière. Ouais, je crois que ça va bien marcher. C'est une grande joie. Moi, je l'aime beaucoup, Benoît Poelvoorde. Karine, on se rappelle bien sûr de ce moment très émouvant en 99 quand vous avez obtenu le César de la meilleure actrice pour Au les cœurs. Et depuis Au les cœurs, on a l'impression que vous avez quand même pas trop... Enfin, on vous a pas beaucoup vu au cinéma, même si vous avez tourné. On vous a vu dans La Parenthèse enchantée. Aujourd'hui, dans celui-ci, comment vous faites vos choix? Est-ce que l'après-César, c'est un truc qui se gère? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... c'est déjà que j'ai eu un enfant. Donc, pendant un certain nombre de mois, j'ai pas pu tourner. Et puis après, en fait, j'ai réalisé que je vivais un contre-coup à Haut les cœurs. J'ai eu besoin de digérer un peu ce film. Ne serait-ce que le thème, déjà, qui était difficile. Oui, c'est-à-dire j'ai fait le film avec une jubilation C'est sur le cancer d'une extraordinaire. femme, je rappelle pour ceux qui Voilà, ne l'ont pas vu. Une femme atteinte d'un cancer, etc., qui traverse cette épreuve. Et en fait, j'ai eu l'impression de vivre ce contre-coup après. J'avais plus de désir du tout de tourner. J'avais juste besoin de récupérer quelque chose de moi, de ma vie. Comme il se trouve que ma petite fille était là, j'en ai profité, c'était assez bon. Et c'est vrai que c'est le film de Laurent Tuelle qui m'a permis de sortir de cet état de léthargie, dans lequel j'aurais pu, j'ai l'impression, rester très longtemps. Et bien, puisque vous parlez d'enfants, on va vous parler maintenant, logiquement, des Pokémon. Transition. Quelle transition. Je ne sais pas si vos enfants vont aller voir ça, on va parler des Pokémon. Moi, j'en ai pas, 3, donc. Pokémon 3, donc, qui est sorti donc, aujourd'hui, qui a très bien démarré aussi, comme le film de Benoît Poelvoorde. Alors, tous les enfants sont bien sûr au courant de cette sortie. En tout cas, la jeune Shai, la fille donc, de Véronique Jacquinet, a couvert pour nous donc, cette avant-première de Pokémon, armée de sa carte de presse et de la caméra de sa maman, donc Véronique Jacquinet. Elle nous a rapporté ceci. Et c'est vachement bien. Cette semaine, j'ai encore réussi à refiler mon boulot à ma fille. Normal, c'est la sortie de... Pokémon 3. Eh les garçons, j'espère que vous y connaissez en Pokémon. Bah ouais, bien sûr. Ouais, 3 noms de Pokémon. Bah il y a Pikaschmitz, Goldorak, Ladakmur. Je t'avais dit, ils sont nuls. Palcatmix. Et je sais pas si je vais travailler avec vous ce coup-ci. Ben, C'est vrai? t'as raison. Pourquoi tu prendrais pas ton pote, là, Max? Toi tu files et puis moi je pose des questions, d'accord? Voilà, normalement, c'est dans l'autre sens qu'on fait, mais... Tu files. D'accord, bien. Et c'est quoi tes Pokémon préférés, hein? Lugia, Entei Et Vando, faut y aller, là. Les voilà, les autres gamins. Eh, vite. Oui, tu viens, allez. Tu peux me donner le nom de 3 Pokémon? Bleu-bleu, Pikachu, Raichu et Electek. Ericsson, Furisson, Typhlosion. Barès, Axoloto, Possirène. Barès, Pikachu et Bulbizarre. Ok, tout le monde à leur point. Alors, c'est parti. Découvrez les secrets du sort des Arbis. Ah bah, dis donc, ils en ont plein mis des nouveaux, hein. Vous voulez m'en dire là combien il y en a qui sont sortis? 251. Et ça te rappelle à quelque chose? Oui, Togepi. Et au fait, les Digimon, ils sont devenus quoi? C'est de la copie, c'est entièrement copié. Des copies trop. Pokémon 3, c'était mieux que les autres Pokémon. C'est clair. Bon, bah, c'est fini. Oh, j'en ai ras
football, moi. Ouais. Ok, on va demander à Max de faire le résumé. Il y a des Arby, ils apparaissent, ils créent un... Hey, chat, tu dors? Oh là, calme-toi, c'est que ta mère, là, chérie. Il parle une langue qui m'échappe un peu, mais enfin, on va pas revenir là-dessus. Ça fait quelques années qu'on en parle. Les Pokémon, ça vous soulève de joie, les Pokémon? Ah non, mais c'est trop débile. C'est débile, c'est terrible. Moi, je connais je pas. vais taper le Pokémon 2, terminé. Hein. Voilà. Non, il se passe rien. Pikachu, moi, je croyais qu'il disait des trucs. Il dit juste Pikachu, c'est tout. Il se passe... Non, c'est nul. Non, mais c'est nul, carrément. Moi, j'aime bien les trucs d'enfants, mais ça, Pokémon 3, j'irai jamais. Hein. Allez plutôt voir un jeu d'enfant, franchement. Mais c'est pas vraiment pour les petits-enfants non plus. Hein. Au niveau d'enfant. Ludivine Sagnier, on vous verra dans quelques temps dans un film d'un réalisateur que vous aimez beaucoup et qui vous le rend bien, Ozon. Ça s'appelle 8 femmes, un film avec un certain nombre d'actrices très connues en France, dont vous n'avez le droit de dire que, quoi, le titre? Oui. Hein? Vous êtes tenu au secret? Plutôt. Je préfère pas en parler parce qu'en fait, Ozon doit être devant son poste de télé avec un bazooka, donc je préfère rien dire. Alors, si on donne ou si vous donnez le nom des actrices principales du film, un casting saisissant. Ah oui, ça j'ai le droit. Alors, Daniel Darieux, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny Ardant, Emmanuel Béard, Virginie Ledoyen et Firmine Richard. Rien que ça donne envie, hein. Karine Viard, est-ce que un jeu d'enfant, pour vous, c'est un peu un symbole de ce qui se passe en ce moment dans le cinéma français? Ou est-ce que c'est un film qui pourrait être symbole de l'évolution du cinéma français? Petit budget, film de genre? Je suis pas sûre d'avoir compris la question. Non, je la refais. Non, mais j'ai toujours du mal à répondre sur ces trucs génériques. J'ai l'impression de ne pas être très bien placée pour ça. Les films de genre, en tout cas, c'était l'apanage des Américains. Maintenant, aujourd'hui, apparemment, les Français s'y essaient et avec plutôt du talent et, espérons-le, du succès. Et puis le principal, c'est que visiblement, le film plaît beaucoup aux journalistes, donc espérons qu'il plaise beaucoup. Oui, moi je pense qu'on peut faire ça aussi. Mais ça devrait plaire aussi au public, pourquoi pas? Non, mais dans les salles de presse, c'est vrai que dans les projections presse, le film marche très fort. Oui, moi je trouve qu'il est très réussi, c'est-à-dire il remplit le cahier des charges qui est que ça doit faire peur. Un film de genre, si ça doit être un film qui fait peur et qui fait pas peur, bon, c'est délicat. Là, il fait peur, mais pas seulement. Il est suintant, angoissant. C'est un film d'atmosphère. On ne sait pas. Bon. Eh ben, ce film-là, on peut dire que vous l'aurez vendu ce soir. Il s'appelle Un jeu d'enfant. Il sort mercredi prochain. Merci beaucoup. Karine Viard et Ludivine Sagnier. Merci. Demain, ça nous fera plaisir, Philippe. Nous recevons Monica Bellucci et dans un instant Gad Elmaleh et Jacques Bonafé chez Thierry Dujon. Salut à tous. Bonne soirée sur Canal. Bonne soirée. Bonsoir, ce soir dans Nulle part ailleurs, Gad Elmaleh. Bonsoir. Nous allons parler théâtre, beaucoup. La vie normale est en tournée. Exactement. Votre spectacle. Oui, ça se passe bien. Qu'est-ce que la vie normale? Je sais pas, je vais essayer de vous le dire tout à l'heure. Je cherche depuis des années et j'ai envie d'en avoir une. Oui, il vous reste 5 minutes pour trouver une explication. C'est tout de suite dans Nulle part ailleurs, Gad Elmaleh. Il y aura Jacques Bonafé aussi, on parlera théâtre également avec lui. À tout de suite. Ouais, ça va. Enfin, sauf qu'en ce moment, on était obligé de prendre Dimitri, le filleul d'Alain de Greff, en stage avec nous, et il est super chiant. Mais bon. Et toi, le scénario? Tiens, Pef, ta pizza. Ah, merci Dimitri. Je la mangerai tout à l'heure. Et vous l'écrivez avec qui, là, Ah, c'est bien, ça. C'est super. Hein. Et tu crois que ça va se faire quand, cette histoire? Ah ouais. C'est dommage. Si jamais, je vais dire à mon parrain Alain de Greff que je suis mal nourri chez les Robins des Bois, il va être déçu. Ah ouais. Bah si jamais il y a un rôle dedans, tu sais, moi je te dis que... D'accord, bah ça fait plaisir. Ouais. Très bien, bah super, c'est super.
Bonsoir le groupe. Bonsoir toutes et tous. L'antépénultième Nulle part ailleurs accueille ce soir le succès de La Vérité si je mens 2, succès surtout du spectacle La Vie Normale, lancé en début d'année à l'Olympia, qui tourne en ce moment en province et avant de revenir à l'Olympia en septembre prochain. Et ce succès est incarné par notre premier invité du soir, monsieur Gad Elmaleh. Standing ovation. Ouais. Vous leur avez glissé un petit billet? C'est des amis, c'est des amis. On est sont venus des ensemble. amis, d'accord. On est venus ensemble. Ah, DJ Abdel est un ami, exact? C'est un ami et j'ai reconnu la musique, la musique que vous venez d'entendre. Enfin, le petit extrait, c'est un bout c'est la musique du spectacle qui a été composée par DJ Abdel. Félicitations, DJ Abdel. Beaucoup moins talentueux. Thierry Samitier que je vous présente. Bonsoir Thierry. Bonsoir Thierry, bonsoir Gad, Michel, Nataloche, Bob, Fred, Kader, enfin public, bonsoir. Alors Gad, vous êtes d'abord un grand acteur de la nouvelle génération. Et je dis pas ça parce que le meilleur copain du mari de votre belle-sœur est le parrain de la nièce à mon chanteur préféré. Vous êtes... moi, je sais de quoi il parle. Vous êtes le plus grand comique juif avec Popek et Jamel Debbouze. Je comprends pas pourquoi David Lévi-Strauss se fait appeler Jamel Debbouze, on m'expliquera. Alors donc, vous êtes pour moi à 30 ans au sommet de votre carrière, donc il faudrait arrêter. Je donnerais d'ailleurs le même conseil à David Lévi-Strauss et Pierre Bellemare. Bon, là, vous avez remplacé Vincent Elbaz dans La Vérité si je mens 2. D'après Carambeu, être remplaçant, c'est encore plus dur qu'être titulaire. Vous êtes un vrai comédien. Vous pouvez jouer le désespoir, l'amour, la haine, un saumon, une dinde, le lever du soleil le matin sur Casablanca lorsque les orangers en fleurs exhalent à la beauté du silence dans la lumière de l'aube. Ouais, là, c'est parce que la chronique fait 2 minutes et en fait, dire Gad Elmaleh, c'est génial, allez le voir, ça dure 3 secondes, donc il me reste 1 minute 57. Beau, là. La lumière qui rugit du bonheur d'éclairer la ville blanche dans la chaude lumière du soir. Wow. Voilà, je suis arrivé à mes 2 minutes, enfin les 20 dernières secondes étaient difficiles, mais je crois que je m'en suis pas mal tiré. Bravo Gad, vous avez parfaitement interprété l'invité amusé, mais en même temps étonné par ses frivolités dérisoires. Et je pense que juste pour cela, il a mérité ses applaudissements. Oh oui. Normalement, c'est rien pour cela. C'est ira. Non, c'est un métier, c'est un métier. Il le fait tous les jours, lui. Ça fera la blague. Moi, j'ai pas l'habitude. Merci Thierry, à demain. Ah, Fred m'appelle déjà. Je voulais juste dire un truc qui se fait pas en début d'émission, c'est que j'adore Gad Elmaleh et qu'on a beaucoup à apprendre de lui, même vous, Thierry Dujon. Ah, mais j'en ai bien l'intention. J'en ai bien l'intention, c'est bien pour ça que je l'ai invité. Donc ce spectacle, La Vie Normale, gros succès, à l'Olympia d'abord, en province maintenant, vous reviendrez à l'Olympia en septembre, je le disais, la cassette et le DVD viennent de sortir. Ouais. Pourquoi La Vie Normale? Qu'est-ce que la normalité selon Gad Elmaleh? Waouh, pour être très très honnête avec vous, la première fois que j'ai... Non, c'est vrai, parce que j'ai vu que j'ai créé des réponses après pour les journalistes. À chaque fois, j'essaie de dire, il faut quand même dire, mais j'ai donné ce titre par hasard au début. C'est une notion qui me plaisait, La Vie Normale. Et après, j'ai compris, parce que rien n'est naïf, même si on fait les choses inconsciemment, j'ai compris que parce que ce spectacle avait tout ce qu'il y avait de pas normal dans les personnages, de plus décalé possible, que je fonctionnais par inversion. Tous mes sketchs sont que des inversions. La cigarette notamment. Voilà, la cigarette. Au lieu de parler d'un mec qui veut arrêter de fumer, moi, j'essaye de commencer la cigarette avec de la volonté. Donc... Non mais vous riez, mais c'est pas difficile de commencer. Et il est excellent ce sketch. Ces sketchs-là, le portable, la cigarette, le juif qui est mégalo et qui en fait des tonnes et qui flambe. Vous êtes allé les chercher où? Comment vous y prenez pour écrire? Je les ai trouvés, je les ai vraiment rencontrés, pas eux, mais les
le Ouais. juge, je les ai rencontrés et puis après je les ai vraiment. Et donc quand vous les croisez, vous sortez tiens. un carnet de notes Non, mais j'observe et j'analyse et voilà. D'accord. Donc on va s'offrir un petit florilège avec dans l'ordre donc le fumeur dont on parlait à l'instant, le papa qui comprend absolument pas son fils et qui ne le contrôle pas, et puis Chouchou, le fameux Florilège. Chouchou, le travesti joli, non? Florilège. Florilège. Notez-le. Florilège. C'est parti. Alors, si je vous en crois, Chouchou, le travesti maghrébin, il existe. Oui, il existe. Lui existe et il y en a beaucoup qui sont dans son cas. Et je crois que c'est un personnage, au-delà du fait qu'il soit drôle et qu'il soit un travesti maghrébin, c'est un personnage qui parle de la tolérance en général. Et pas rien que face à l'homosexualité, mais de la tolérance et de l'intolérance, du jugement qu'on a sur les autres. Et donc c'est marrant, il a un accent, il parle de choses qui déroutent un peu. Mais le fond de ce sketch-là, c'est laisser les gens vivre comme ils ont envie de vivre, quoi. Il est assez poète aussi. Fred. Non, moi je voulais dire que j'adore Gad Elmaleh et qu'on a beaucoup à apprendre de lui, même vous Thierry. Alors ça j'ai déjà dit. Non, je voulais dire t'es beau, sinon. Merci Fred. C'est une autre forme d'humour, c'est une autre forme d'humour, c'est une humour de compliment. Tu dis ça parce que t'es seul? Bah non, mais d'ailleurs t'as pu entendre, les gens ils ont rigolé parce que je suis aussi un apprenti comique. Hein. Et Omar, pas de nouvelles? Regarde, entends les gens, ils rigolent là. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il est où? T'as vu? Et les gens ils rigolent. Et Omar, quelles sont les nouvelles? Omar est décédé, c'est horrible. D'accord. Passons à la question suivante. Écrire, Gad, pour vous. Écrire, c'est un processus facile, jubilatoire ou c'est douloureux et long? C'est jubilatoire d'écrire, j'écris pas quand je veux, mais non, c'est pas douloureux d'écrire, je me prends pas la tête quand j'écris, mais j'écris pas forcément dans des moments où je suis heureux, où tout va bien, ou je sais pas, c'est des états physiques, physiologiques, j'écris quand j'ai envie d'écrire, mais... Et quand vous avez envie, ça sort vite? Ouais, ou... ça sort vite, ouais. Ouais. Ça sort vite, je garde pas tout, mais c'est un état avant tout, quoi. Donc vous êtes en ce moment en province? Il y a eu un espèce de... C'était pas une vanne, c'était pas fait exprès. Hein. J'ai dit, quand j'écris, ça sort vite. Ah là, ça fait rien. Ça. Ah bah oui. On pourrait avoir un coup de cymbale sur la vanne, s'il vous plaît. Quand j'écris, ça sort vite. Merci, super. Alors donc vous tournez en ce moment avec La Vie Normale en province, vous avez commencé à l'Olympia, vous y reviendrez en septembre. Ouais. Les salles en province par rapport aux salles parisiennes, même feeling, même ambiance ou c'est différent? Sérieux? Ouais, sérieux, ouais. Ah ouais. Parce qu'on dit toujours à Paris, le test parisien, tous les médias sont là. Non, parce que cette question, j'ai entendu beaucoup de fois, donc je pensais que vous rigoliez. Mais. Les médias présents, tout ça, non? Oui, d'accord. Ça peut. Non, en fait, est-ce qu'une salle en province, c'est différent et en fonction des publics où on joue, quels sont les. Bah, est-ce que c'est plus décontracté en province parce qu'il n'y a pas les caméras de telle chaîne qui filment, il n'y a pas le journaliste de tel canard qui va venir faire sa critique? Non, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle, vraiment. Je dis pas qu'on joue en province, c'est plus cool parce qu'on change tous les soirs d'endroit et que de jouer dans le Nord, c'est plus froid que jouer à Marseille, c'est plus chaud. Moi, je me bats contre ça, contre toutes ces étiquettes. Donc, il y a des salles, des soirs, que ce soit à Tourcoing, à Amiens ou à Marseille, quand il y a une alchimie qui se fait, que moi j'ai la pêche, ça prend et voilà. C'est différent tous les soirs, mais de la même manière que c'est différent tous les soirs à l'Olympia sur 2 semaines, c'était différent tous les soirs au De Jazé. Voilà quoi, je sais pas, sais pas à quoi répondre à cette Les musiciens disent que les tournées c'est un super kiff, mais que c'est exténuant justement parce que ça change tout le temps. C'est pareil pour le théâtre? Ça d'accord, ça d'accord, voilà. Ah d'accord, bah vous me dites. Hein. Donc alors celle-là j'ai bon, celle-là j'ai pas bon. Ça c'est ok. D'accord. Bon. Donc celle-là on verra après parce que je suis pas sûr. Non, celles-ci elles sont faites. Ah d'accord, ok, ça c'est fait. Ouais, ça c'est fait. Non, c'est exténuant la tournée parce que physiquement on est en mouvement, on est mobile, on est en permanence en train de faire appel à des énergies nouvelles parce qu'on débarque dans une salle qu'on ne connaît pas, donc forcément il faut s'adapter, tout ça c'est de l'énergie. Et donc il y a de l'anxiété en plus, il y a aussi, on sort plus le soir après, quand on est en tournée, quand on est en province, voilà quoi. D'accord. Le cinéma, vous en faites de plus en plus. Depuis votre premier film, c'était quoi? Salut Cousin, il y a 5 ans? Ouais, il y a un peu plus. Ouais, non, c'est ça, il y a 5-6 ans, ouais, Salut Cousin. Quel plaisir vous y trouvez comparativement au théâtre? Parce que le théâtre, le rush, pendant combien il fait celui-là? Celui-là, ça fait à peu près 2 heures. Qu'est-ce qui vous fait marrer? Non, mais non. Vous n'allez pas me dire quand même que est-ce que vous préférez le cinéma ou le théâtre? Non, j'allais dire essayez de comparer, d'expliquer les plaisirs. Parce que le cinéma, une scène, cloque, on coupe, on attend pendant 2 heures, scène suivante éventuellement s'il y a une scène suivante dans la journée. Alors que là, c'est un rush presque sportif, 2 heures. Ouais. Où est le kiff du cinéma pour un acteur de théâtre à la base? Waouh. Où est le kiff du cinéma? Il n'est pas sur le plateau en tout cas pour moi.
pas sur le plateau. Rarement sur le plateau. Ah mais les tournages, c'est long. C'est long. Il est sur des scènes qui sont longues. Il est sur les scènes avec les metteurs en scène qui font des fois des plans séquences où j'ai le temps de m'exprimer dans le jeu. J'aime beaucoup faire du cinéma, j'adore tourner, j'adore aussi voir les films que j'ai faits après, les voir monter. Mais c'est vrai que sur le plateau, je ne fais pas partie des acteurs qui s'amusent et qui vibrent vraiment à tourner sur le plateau. Ce qui me rassure et ce qui me fait avancer, c'est que j'ai l'impression de raconter une histoire jour après jour, mais je ne suis pas là à dire c'est cool, je vais ouvrir une porte et la refermer, et après... c'est tellement sectionné, c'est tellement... Donc c'est oui, c'est ça. C'est beaucoup moins jubilatoire que la scène, et donc forcément, il y a des moments où je m'ennuie un peu plus, quoi. Vous venez d'en tourner un film, un peu style Dogma, Caméra Vérité, en DV, un film de Luc Pagès, dont on a quelques images, d'ailleurs, on va les voir. Ça s'intitulera Pollux, mon équipière de combat. Voilà, c'est ça. Ça sort quand et ça sera quoi? Alors, ça va sortir au mois de... Ah, il y a des images, là. Ouais. Ça va sortir, je pense, au mois de février. C'est une expérience assez marrante, parce que ça a été tourné en DV, avec une petite caméra vidéo, vraiment comme les petites caméras qu'on voit chez les copains qui vous filment à une fête ou en vacances. Et c'est une histoire d'amour. Et le personnage que je joue, je l'aime beaucoup. Ça, c'est Luc Pagès, le réalisateur. Ouais. C'est une histoire... Le personnage que je joue, c'est un mec très très naïf, Cécile de France, qu'on voit à l'écran. C'est un personnage très naïf, très inhibé, très poète, très poétique. Enfin, j'adore ce personnage. À qui il arrive une très très belle histoire d'amour, mais entrecoupée par l'absence de cette fille qu'il rencontre une fois et qui disparaît. Et donc tout le film, il se met à la chercher. Mais si je raconte un peu plus de choses, je vais trop dévoiler. Déflorer l'histoire. Et sinon... mais c'était un beau florilège. Sinon, qu'est-ce que vous préférez entre le cinéma et le théâtre? Alors, qu'est-ce que... Non, mais faites-la moi, s'il vous plaît. Fred, je vous l'ai faite, mais trop tard. Fred. Non, moi j'avais d'autres questions de Thierry Dujon. Gad, est-ce qu'au cinéma, est-ce mieux de... Non, au théâtre, quand vous faites un spectacle, parce qu'il fait des ratures, Thierry Dujon, préférez-vous Marseille ou Amiens? Il n'y a pas de vanne, c'est tout. Fred, que nous retrouvons en compagnie d'Omar, qui apparemment n'est pas décédé. Dans un instant, dans le Visiofond, puis il y aura les infos à suivre. Bonsoir, c'est Michel. Alors ça m'est. Je trouve pas ça très sympa, non? Ah, je suis pas d'accord, hein. Je crois que c'est bon, vas-y Saïd. Bonsoir, c'est Ida Gréby, j'appelle avec mon éducatrice Dominique, parce que j'ai vu au journal qu'ils ont dit qu'il faut 180 000 profs d'ici 2005. Bon, d'accord, mais c'est pas parce qu'ils vont venir à beaucoup que je vais comprendre la géométrie, hein. Surtout s'ils parlent tous en même temps, bonjour les oreilles, hein. Je vais encore moins comprendre qu'est-ce qu'ils vont me dire. C'est ça que je voulais dire. Il faut un seul prof, mais un prof qui soit qualifié. C'est tout. Non, c'est parce qu'il y a mon beau là qui fait... Ouais. Bon, bonsoir, c'est Jean-Jean. Bon, moi, je voulais vous parler sérieusement de Laurent Gérard parce qu'il a dit « Je déteste la loi du plus fort ». Bah dis donc, la loi du plus drôle, elle va pas t'arranger non plus, hein. Hein, mon con. Ouais, tu vois, je l'ai dit, hein. Bonsoir, Mickey, 31 ans, des Baumettes. Moi, je voulais réagir parce que j'ai vu qu'il y a une panne d'électricité aux États-Unis. Putain, George Bush doit être dégoûté, sa mère. Ah ouais, elle va prendre du retard dans ses exécutions. La conne d'américain, là. Bouge, barre-toi. Bonsoir, Napoléon Bonaparte, militaire. Moi, j'appelle parce qu'il y a eu un tremblement de terre au Salvador. Mais attendez, c'est normal, moi, ça m'étonne pas, hein. Même la terre, elle veut se barrer de là-bas. Bonsoir, Maurice Papon, français. Moi, j'appelle parce que j'ai appris que le chanteur blanc Johnny Clegg a été agressé en Afrique du Sud. Enfin, c'est pas étonnant. À force de se mélanger avec les Noirs, ça devait bien finir par arriver. Faut choisir son camp, certaines fois. Bonsoir, Axel Follet. Bon, moi, je voulais réagir sur Omar Haddad, là, parce que là, ils l'ont fait faire une expertise de son sang. Mais putain, laissez-le tranquille, c'est pas lui. Si c'était lui, il aurait pas marqué ça. Il aurait marqué, c'est surtout pas Omar qui m'a tué. Omar est super gentil. Omar a toujours été faire mes courses. Omar est déjà un très beau garçon. Omar n'a jamais fait de mal à une mouche devant mes yeux. Omar m'a aidé plusieurs fois à traverser la route. Mais laissez Omar tranquille. Il aurait même marqué ça. Il est presque 7h30. Gad Elmaleh, qui est toujours notre invité, va suivre avec grande attention les infos que voici.
Bonsoir Daphné. Bonsoir, bonsoir. Alors un évêque devant un tribunal, c'est demain matin et ça n'était pas arrivé en France depuis un siècle et demi. Monseigneur Piquant, 66 ans, est poursuivi pour non-dénonciation des actes pédophiles de l'un de ses prêtres. Oui, il avait eu les agissements de l'abbé Bisset depuis condamné à 18 ans de prison. Le prêtre qui a fait appel de cette décision avait simplement été envoyé se faire soigner. C'est grâce à la plainte d'un jeune homme violé par le curé que le scandale a éclaté. Ludovic, qui a 25 ans aujourd'hui, a accepté de parler pour la première fois, visage découvert. Un document signé Karine Baïla et Jean-Michel Fauveau. Je pense qu'en tant que responsable, puisque pour moi un évêque c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui a un statut, c'est quelqu'un qui doit être à la hauteur sur ce genre de problème. Or, M. Piquant, comme on le sait, était au courant des agissements du prêtre en question sur un jeune. Il n'était pas au courant effectivement de la quantité de jeunes. René Bisset savait se faire apprécier des familles. Du fait de son côté un petit peu enjôleur, eh ben, il a endormi tout le monde. C'est comme un gourou dans une secte. Lui et moi, ça a été de façon très, très progressive. De façon à ce que je m'endorme dans une situation pour pouvoir m'emmener au pire. Ça se passait sous le toit du bon Dieu, dans la sacristie. Donc, à chaque fois que je passe avec ma voiture devant une église, ouais, celle-là, je la connais. Il s'est passé ça. Un jour, il me dit « Non, Ludovic, maintenant c'est fini. Moi, je t'ai toujours dit, Ludovic, que j'aimais les enfants. Tu n'es plus un enfant. Il faut maintenant que tu fasses ta vie. J'aimerais tant que ce procès débouche sur une prise de conscience de l'épiscopat français et de Rome. Monseigneur Piquant est trop fier. Il aura une prise de conscience dans le plus profond de lui-même. Mais il ne s'affranchira pas devant tout le monde. De son pardon, est-ce que j'en veux? Non. C'est la vie. La politique, le Parti communiste ne s'opposera finalement pas à la réforme du licenciement économique. Oui, le PCF a validé ce soir le texte lors du vote solennel à l'Assemblée. Il faudra avoir donc de bonnes raisons désormais pour licencier et le comité d'entreprise pourra user d'un droit de veto. Après la crise de nerfs, le champagne donc pour la majorité plurielle qui se félicite de ce happy end. Alors concrètement, est-ce que cela va changer quelque chose pour nos entreprises? La réponse avec Baptiste Muckenstorm. Gérard Filoche, c'est l'inspecteur du travail le plus courtisé en France, très proche des 60 députés PS qui auraient voulu, comme les communistes, durcir la loi de modernisation sociale. Il est persuadé que le texte d'Elisabeth Guigou ne changera rien. S'il y a un progrès dans ces amendements, il est homéopathique. Hein, c'est pas sur le fond, la puissance publique ne se donne toujours pas les moyens de dire non aux plans sociaux abusifs. Mais elle donne des prolongations en quelque sorte. Et les prolongations, il y aura une possibilité de faire appel au juge du référé, ou il y aura une possibilité de faire appel à un médiateur, et en attendant, ça sera suspensif. En gros, au lieu d'empêcher, on donne des prolongations. Rallonger les procédures de licenciement, c'est exactement ce que veut éviter les entrepreneurs. Pour Rosemarie Van Lerberg, ex-DRH de Danone, aujourd'hui expert en ressources humaines, cela donne l'idée aux futurs licenciés que l'entreprise ne fermera jamais. Bref, pour cette femme qui n'a jamais vu un chef d'entreprise renoncer à un plan social, la nouvelle loi n'est pas adaptée. Idéalement, il faudrait que le groupe, au moment où il annonce qu'il va fermer, il ait déjà une solution de reprise du site, une solution de reclassement pour chacun des salariés. Alors il faut savoir que s'il fait ça, s'il faisait ça, il s'exposerait au délit d'entrave. Puisqu'on dirait, mais attendez, vous êtes en train de chercher un repreneur, mais vous n'avez pas lancé la procédure, délit d'entrave. Ça veut dire délit d'entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel. Même si elle rallonge les procédures de licenciement, la loi de modernisation sociale rentrera en vigueur à l'automne. Les premiers bénéficiaires devraient être les salariés de l'usine Bata, en Moselle, en grève depuis une semaine. Une passe d'armes aujourd'hui à l'Assemblée et un nouvel accroc dans la cohabitation. Oui, Jospin a répondu tout à l'heure au député de droite qui le harcelait sur son passé trotskiste. La meilleure défense, comme chacun sait, c'est l'attaque. Eh bien, le Premier ministre en a fait la démonstration tout à l'heure en reprochant, sans le nommer, à Jacques Chirac de se taire dans l'affaire des HLM de Paris. Écoutez. Messieurs, si vous continuez dans cette thématique, chacun aura à se justifier.
chacun aura à se justifier de ce qu'il a dit ou pas dit. J'ai peut-être tardé à m'expliquer devant des journalistes, c'est quand même moins grave que de tarder à s'expliquer devant des juges. Donc l'Élysée a dégainé une réponse sans attendre. Jacques Chirac a rappelé à son Premier ministre la nécessité de garder en toutes circonstances l'esprit de responsabilité. Le député vert du Val d'Oise, Yves Cochet, sera-t-il ou non le prochain ministre de l'Environnement? C'est la question. Oui, vous savez qu'il est effectivement pressenti pour succéder Dominique Voynet, qui part à la fin du mois seulement. Il n'a pas la faveur de l'Élysée. Jacques Chirac lui reproche d'avoir signé la proposition Montebourg visant à le renvoyer devant la Haute Cour de justice. Or, c'est l'Élysée qui doit signer ce décret de nomination. Alors pour faire bonne figure, il semblerait maintenant que Yves Cochet fasse marche arrière. Oui, le député affirme n'avoir jamais signé la proposition Montebourg. Or, quand la liste des signataires a été publiée, il ne l'a jamais contestée. Aujourd'hui, le député se défend en affirmant qu'il n'a pas renvoyé son coupeau de confirmation. L'actualité sociale, aéroport mort aujourd'hui à Orly, les salariés d'AOM Air Liberté restent mobilisés. Oui, soutenus par les syndicats d'autres entreprises, les salariés d'AOM Air Liberté sont passés à l'offensive pour défendre leur emploi, repousser le spectre du dépôt de bilan et amener les dirigeants du groupe à prendre leurs responsabilités. Reportage, Nicolas Dom, Delphine Godard. Orly Sud, cet après-midi, les syndicats mobilisent leurs troupes avant de rejoindre les pistes. Les avions AOM Air Liberté sont restés au sol toute la journée. Pour les 2000 manifestants, il s'agit de montrer leur force avant le comité d'entreprise convoqué demain et alors que les craintes de voir la compagnie déposer le bilan sont de plus en plus fortes. Le dépôt de bilan, c'est une fatalité ou pas? Non, je crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'intox par rapport à ça, par rapport au dépôt de bilan lancé souvent par la direction. C'est une éventualité qui est probable, mais je refuse de croire que c'est l'éventualité la plus probable. Demain, au comité d'entreprise, on devrait en savoir plus. On a entendu aussi des nouvelles positives. Le ministère nous a dit qu'il y aurait des investisseurs extrêmement solides, extrêmement sérieux financièrement, qui pourraient se porter acquéreurs dans les jours qui viennent, présenter des projets. Mais pour que les repreneurs reprennent, il faudrait que le plan de restructuration concocté par le PDG Marc Grochet soit financé. Or, les actionnaires ne veulent plus donner un sou à partir de juillet. L'urgence, c'est que nos actionnaires sortent enfin de leur trou et prennent leurs responsabilités par rapport à notre situation financière. Il faut absolument qu'ils se décident à remettre les millions nécessaires pour poursuivre notre activité. Les salariés d'AOM Air Liberté ont reçu le soutien des syndicats d'Air France et des aéroports de Paris. Des élus se sont également déplacés. Demain, si AOM Air Liberté disparaît de cette plateforme Orly, c'est non seulement les emplois qui représentent l'entreprise, mais c'est également toute une série d'autres entreprises sous-traitantes qui sont menacées. Et on fragilise tout un département. Après une heure d'occupation des pistes sous l'œil des CRS, les manifestants ont tranquillement rejoint les aérogares. Pas de quotidien aujourd'hui dans les kiosques à journaux, conséquence de la guerre qui oppose le Parisien aux nouvelles messageries de la presse parisienne. Les syndicats du livre CGT ont bloqué tous les titres nationaux, à l'exception du Monde et de la Croix, en principe disponibles aujourd'hui. À l'origine de ce conflit, la volonté du Parisien de s'affranchir des NMPP. Amérique Craon, Laurent Kouchner. Le rêve du groupe Amaury, c'est de pouvoir vendre le Parisien là, avec la baguette, au plus près des lecteurs. La volonté du Parisien, c'est d'être son propre distributeur. Et le principal reproche fait au NMPP, c'est de ne pas prendre en compte la réalité. Le Parisien est un quotidien régional. Il rêve de distribution sur mesure, en solo, dans les coins les plus reculés d'Île-de-France. Pour cela, le groupe a dû suspendre la parution d'aujourd'hui, a créé sa propre société de distribution, opérationnelle depuis le 1er juin. Et ce sont 485 000 exemplaires en moins à distribuer pour les NMPP, qui estiment le manque à gagner à plus de 30 millions de francs. Du coup, ce matin, dans les kiosques, pas de quotidiens nationaux. Cette nuit, le syndicat du livre CGT avait appelé à bloquer l'imprimerie du quotidien, appelle également à une grève de 24 heures pour protester contre le manque de réaction des éditeurs. Autrement dit, tout le monde trinque. On ne peut pas permettre à un éditeur de venir déséquilibrer le système de distribution qui est un système égalitaire et où tous les coûts sont mutualisés. Donc à partir de ce moment-là, comme c'est un système qui est quand même déjà fragile, eh bien, le fait que le Parisien sorte, eh bien, ça risquerait de mettre en péril d'autres quotidiens aussi. Aujourd'hui, pour lire la presse nationale, il fallait donc utiliser Internet. Pour demain, le syndicat du livre CGT a décidé de bloquer à nouveau la distribution des titres du groupe Amaury. Pas de Parisien ni d'équipe, les autres quotidiens devraient sortir normalement. Oui, pardon, à Vincennes, dans le Val-de-Marne, l'école maternelle Franklin Roosevelt ne rouvrira pas ses portes à la rentrée prochaine. Le maire Patrick Gérard a décidé sa fermeture provisoire. L'établissement est construit sur un ancien site Kodak. Or, depuis 6 ans, 7 cas de cancer ont été recensés, dont 4 chez des enfants fréquentant l'école.
1 an et demi après l'incendie du tunnel du Mont-Blanc qui avait fait 39 morts, la société concessionnaire ATMB a été mise en examen cet après-midi pour homicide involontaire. Les autoroutes et tunnels du Mont-Blanc sont poursuivis en tant que personnes morales. À l'étranger, de nouvelles émeutes en Petite Kabylie. Des affrontements ont été signalés à Béjaïa, la capitale de la Petite Kabylie. Plusieurs milliers de manifestants s'opposent à la police anti-émeute. Les commerçants ont décrété une grève générale et baissé leurs rideaux. À l'origine de ces incidents, la colère d'ouvriers d'une usine d'État qui ne sont pas payés depuis 9 mois. Et puis, Noël Godin a encore frappé. Oui, le célèbre entarteur s'en est pris cette fois au présentateur de Love Story, Benjamin Castaldi. L'attentat pâtissier s'est produit devant les locaux d'Europe 1 hier. Écoutez le récit donc de Noël Godin. D'habitude, le cri de guerre gloupinesque dit tout. En l'occurrence, c'était « entartons, la télé attrape couillon ». Vous avez mis en place un stratagème pour réussir cette opération contre Benjamin Castaldi. Nous disposions chaque fois d'un camion, un camion farci d'entarteurs, en fait. Malchance, directement, il va à sa voiture, directement en 10 secondes, il est dans sa voiture. L'opération semble foutue. C'était sans compter sur l'intrépide Guillaume qui fonce sur la voiture, qui ouvre la portière, qui passe sa tête et qui l'entarte à bout portant à l'intérieur du carrosse. Voilà des propos recueillis par Dominique Paganelli. Voilà pour les infos du soir. Merci beaucoup Daphné. À demain, passez une bonne soirée. Restez dans le coin, il est question de vous. Dans un instant, la chronique média de Colombe Schneck. Pour l'instant, les déchiens. Dis! C'est lourd, Oh là non? là, il fait lourd, oui, il fait lourd. Ah oui, ça va péter, hein? Ah oui, oui, c'est sûr. C'est possible, oui. C'est possible que ça aussi en changement de temps. Hein. Oui. Ah, j'aime pas ça. Ah, j'ai vu quand je suis allé au lac, il fallait voir les truites, ça sautait de... Oui. Je sentais qu'elles étaient énervées. Hein. Oui, ça se couvre. Ça se couvre. C'est orageux, quoi. Ouais, c'est orageux. Ah, ça y est, regardez. Ça... Tiens, tiens, ah, oui. tiens, regardez. Ah, ça, je l'ai vu, monsieur. Ah, il est gros, hein? Ah, il est gros. Tiens, j'en ai un aussi, moi. Tiens, et puis il est beau. Puis ils attaquent, hein. Tout à l'heure, il y avait des temps, là. Il y avait des temps pour... Il m'a chanté, il me bouffait le bras. Ah là là, il y en a partout. Ah ben, enfin, attendez, les gars, c'est ma prise. Ah bah oui, avec ça, on est tranquille, hein. Normalement, on m'a dit que c'était... Oui. Tiens, il y en a un qui est encore... qui résiste. Oui. Ah, il résiste. Ah oui, ils sont résistants, hein. Il était là, je cherchais en plus. Ah oui. Il est reparti. Tu l'as pas eu, non? Tu l'as pas eu, non? Non, il est pas là. Non, il est pas là. Il est reparti, je suis Il est reparti. Ah, non, non, il a pas eu non plus. Oh, saloperie, non? Attends. Non. Bouge pas. Bouge pas. Ne bouge surtout pas. Bouge pas. Vas-y. Voilà, c'est... Il a eu? Non, il est pas eu. Non, il est reparti. Il est reparti, saloperie. Il est vif. Il est là. Non, il est parti aussi. Comment que... Attends, bouge plus. Il est en train de... Fais pas de cadeau, hein. Voilà, là, il est reparti. C'est incroyable. Je le vois pas, mais... Oui, c'est énervant, hein. Oui, je trouve ça énervant. Je le sens, là. Allez, bouge plus. Tiens, voilà. Là, je l'ai eu, là. Eh bien. Il l'a eu. Il l'a eu. Elle n'est pas loupée, elle est gentille. Il est cartonné. Il est mort. Dis donc! Mon cher Gad Elmaleh, je vous présente la charmante Colombe Schneck. Bonsoir. Grande spécialiste des médias, devant l'éternel. Colombe, nous sommes mercredi, après-demain c'est terminé. Ouais. Et vendredi, c'est bizarre à dire, c'est la fin de Nulle part ailleurs. Ouais. 15 ans quand même d'une émission culte, avec tout ça, quoi. Le public, l'orchestre, les invités, les présentateurs, les Miss Météo, tout ça, ça s'arrête. Pourtant, ça commence... Je fais l'avant-dernière émission. Voilà. Avant-dernière, antépénultième. Pourtant, ça avait commencé comme une histoire assez simple. Grand honneur. C'est génial. Ça avait commencé assez simplement. On va regarder le premier Nulle part ailleurs, c'était il y a 15 ans. Cool.
Bonsoir, et bien dans ce décor géant, vous les avez reconnus. J'espère qu'on aura l'occasion, avec Gilles Daude, le réalisateur, de vous montrer très souvent l'immensité de ce décor à la taille de ce journal, une grande envergure, puisqu'il va durer 1 heure et 5 minutes tous les soirs, du lundi au vendredi, avec les nuls. Ça, c'est effectivement la grande nouveauté. Ah, Philippe Gilda s'appelait nulle part ailleurs un journal. C'était un journal, il n'y avait pas de public, il n'y avait pas d'orchestre, et puis c'est devenu cette chose immense. Il faut dire que depuis 3 ans, l'audience a baissé d'environ 30%. Donc c'est terminé pour le matin. Merci de me le rappeler. Voilà. C'est gentil, merci. Je vais y aller, hein. Je vous laisse, Gad. Bon, je reste toute seule pour dire que c'est terminé le matin avec Alexandre Devoise et les filles. C'est terminé pour le midi avec Philippe Gildas et Anne de Petrini. C'est terminé pour vous le soir avec Thierry. Voilà. Peut-être qu'on le reverra. Il y a beaucoup de rumeurs sur ce qui va se passer l'année prochaine. Pour l'instant, rien n'est signé. Mais voilà, moi j'ai quelques petites infos précises dont on peut être sûr. On va voir Philippe Gildas à midi. On va voir Isabelle Giordano et Philippe Vecchi le soir dans une émission consacrée au cinéma. Comme en ce moment, donc. Voilà, on verra du zapping, on verra les Guignols, on verra une interview, on verra tout ça. Les Guignols, l'humour, et puis de l'humour, bien sûr. Alors, petite nouveauté, quand même, il y aura une speakerine ou un speakerin qui fera les liens entre les différentes... Un speakerin, ou une speakerine, oui. Une dame ou un garçon, quoi. Pourquoi pas. Et puis le week-end, quand même, le vrai journal reste, Carl Zéro. Ouais. Une émission média présentée par Daphné Roulier. Oui. Voilà. Et puis les Moustiques qui auront leur petite émission. Pourquoi ça vous fait rire? Le speakerin? Ah, c'est le speakerin toujours. Ah oui, donc... C'est un peu long, quand même. Moi, j'ai 5 minutes de... Moi, je suis encore Ah sur, oui, c'est bien, vous êtes... Et puis les nouvelles Vous savez bits. très bien pourquoi je souris. Pourquoi? Pas du tout, non? Pourquoi vous souriez? Mais s'il vous plaît, allez. Parce que vous êtes amoureux de Daphné Roulier. Que je suis? Non? C'est pas ça? Vous avez dit quoi là? Amoureux de Daphné Roulier ou un truc Mais comme ça? c'est quoi? C'est le lycée ou quoi? Non, c'est Colombe. Il est amoureux de Daphné Roulier. Non, plus sérieusement. Excellent. 2 secondes, Colombe, Fred nous appelle. Ah, d'accord. Vous êtes amoureuse de Fred. C'est vrai, c'est vrai. Alors déjà, je voulais dire, j'adore Gad Elmaleh. Oui. Et je voulais savoir, ils font quoi Fred et Omar l'année prochaine à Canal? Ils sont là? Ah, avez-vous l'info? J'ai pas l'info. D'accord. J'ai des rumeurs. Bah tu dégages. Non, mais j'aime pas des rumeurs, j'ai des infos précises signées. Ok, bon, tout ça, c'était des infos. e-télévision. Quid de e-télévision, ouais. Il n'est pas content, Fred. Mais il est où, Omar? Désolé. Il est viré. Il est décédé. e-télévision. Non, sérieux, parce que ça concerne... La rédaction de Canal fusionne avec e-télévision, la chaîne Toute Info, dans une nouvelle chaîne dont on n'a pas encore le nom, mais qui sera dirigée par Philippe Gildas. D'accord. Dans tout ce remaniement, est-ce qu'on parle licenciement? Il n'y a pas de licenciement, on parle de suppression d'emplois, 90 pour la chaîne. Je vous demande pardon? Suppression de poste, pardon. Suppression de poste. Ah, suppression de poste. Ça veut dire que chacun, selon période de secours, doit retrouver un emploi dans le groupe. D'accord. Voilà. Ah oui. Excusez-moi. C'est pas pareil, oui. Suppression d'emploi, suppression de poste, d'accord. Donc il y a réintégration possible ailleurs. Voilà. D'accord. L'actualité aux États-Unis sur la légendaire chaîne HBO, la meilleure chaîne américaine. Ouais, je voulais vous en parler de HBO parce que c'est eux qui lancent les meilleures séries américaines. Et à chaque fois, ils trouvent des thèmes étonnants et les grandes chaînes se disent ça marchera jamais. C'est par exemple eux qui ont lancé la série Les Sopranos qu'on peut voir aujourd'hui sur Canal Jimmy. Oz et Canal Soprano, c'est quand même assez bizarre. C'est une série, c'est des mafieux qui vont voir leur psychanalyste. On disait ça marchait pas. Un mafieux qui va voir son psy. Et puis ça marche. Alors là, ils lancent depuis une semaine une nouvelle série qui marche aussi très bien, dont le thème est quand même assez bizarre. Ça se passe chez les croque-morts, chez les pompes funèbres. Christian Desplaces à Los Angeles. Ils ne sont ni flics, ni instits, ni juges, mais croque-morts. Ce sont les nouveaux héros à rien déjantés de la chaîne de télé préférée des Américains, HBO. Six Feet Under a été lancé la semaine dernière. Producteur, le scénariste d'American Beauty, Alan Ball. La famille de Six Feet Under se déchire sur fond de cercueil et d'embaumement. C'est cru, violent et vraiment pas politiquement correct. This is the one I'm most proud of. Some seriously close casket shit, right? Now look at this. Huh? Like the bride and groom on top of a cake. Groundbreaking, critically acclaimed. Comme le claironne ses bandes annonces, HBO s'est fait une spécialité de séries pas comme les autres. La chaîne existe depuis 1972. Payante, elle diffusait surtout des films, 100 par mois et de la boxe. Mais dans un univers où des dizaines de chaînes câblées se battent à coups de films et d'exclusivités sportives, HBO a décidé d'ajouter des séries très originales. La vie d'une famille mafieuse comme les Sopranos ou les mésaventures sexuelles de 4 New-Yorkaises dans Sex and the City. The idea that there's only one out there, I mean, why don't I just shoot myself right now?
I'd like to think that people have more than one soulmate. I agree. Résultat, 26 millions de foyers américains abonnés, beaucoup d'argent entre dans les caisses. HBO se distingue, 6 Feet Under est déjà un succès. La chaîne a même confié une série à Tom Hanks, Band of Brothers, où la vie des soldats pendant le débarquement en Normandie est l'événement de la rentrée à la télé US. Une série dont la bande-annonce a tout d'un film. Oui, Fred. Fred. Bonsoir, Fred et Omar, bonsoir. En fait, parce que c'est Colombe Schneck, vous savez tout sur les gens de télé, je voulais savoir, parce que moi je suis garant en double fil, est-ce que j'ai un PV ou pas alors? Non, tout va bien. D'accord, ça fait pas rire, bah c'est bien. Merci beaucoup, Colombe. Sinon, j'avais une autre vanne. Merci beaucoup, Colombe. Et alors, j'allais vous dire à bientôt, à je ne sais quand. À bientôt. Portez-vous bien. Merci, toi aussi. Passez de bonnes vacances. Il est l'heure de Pareil. Axel pour Pas la météo. Axel Cad vous présente Pas la météo. Arrête Maigret, aussi con que le vrai lui. Luce Gad Elmaleh. Bonsoir. Tu vois? Ça va? Luce Thierry. Luce. Ok, pas de commentaires? Merci. Non mais de rien, t'es toujours aussi ringue au niveau de la SAF, mais je t'aime bien. Bon Gad, j'ai envie de te dire top respect pour ce que tu fais dans la live, quoi. Tu peux rire, j'adore ce que tu fais. Professionnellement, t'as énormément de talent. Et en plus, j'ai envie de te dire un truc super important. T'as des yeux qui arrachent la mort. Bon, je vais pas te guidera tout de suite, je sais que t'es super enchaîné. Bref, vous êtes au courant? Il ne reste plus que 3 émissions. Vous êtes au courant? Ok, je vais pas verser l'alarme, c'est pas mon style, mais ce soir, je vais vous apprendre à comment bien dire au revoir à une émission de télé. Ok, c'est parti. Thierry, learn the leçon. Tu auras à le faire dans 2 jours. D'abord, avant toute chose, pour bien dire au revoir à une émission de télé, tu te dois de le faire, remercier ton public. Ok? Leçon numéro 1. Ok, Gad, j'ai envie de te demander comment tu ferais pour dire au revoir au public. Moi, si j'étais toi, je m'excuserais déjà auprès du public. Ok. N'oublie pas que le public, c'est grâce à eux que t'es là. Et là, je te dis pas top respect sur ce que tu viens de me dire, Gadi. Ok. C'est grâce à leur rire que tu es là et que tu as pu rester là toute l'année. Maigret, tu me casses les couilles. Vas-y, prends-le, ça va faire peur aux bourges. Ok. Ce soir, pour bien dire au revoir au public, tu dois faire quoi? Tu dois leur faire ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent te toucher, ok? Donc tu te fais palper le body. Allez-y. Ouais, c'est bien, ouais. Ouais. Voilà, ils sont heureux. Et toi, en plus, non seulement ils sont heureux, ils viennent de le prouver, mais toi, en plus, t'as eu quelques émotions. Ok, leçon numéro 2. Pour bien dire au revoir, il faut remercier les techniciens. Ainsi que la personne qui t'a engagé au départ. Gad, show me comment tu ferais cette fois-ci. Là, je prendrais un air un peu ému et je dirais que sans les techniciens, on n'arriverait à rien et je dirais... Ok, t'es totalement has-been. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Gadi, les techniciens, ils sont nombreux et tu peux pas les remercier un par un. Ou alors un truc commun, gangbang, tout ça. Il faut faire un truc gros, un truc énorme en commun. Par exemple, un énorme smack pour tout le monde. Ok? Pour le mec qui t'a engagé, Alain de Greff, ok? C'est pas n'importe la WAC. Tu rajoutes une petite langue des familles. Oh non. Voilà. Leçon numéro 3. Le au revoir final en retenant ton émotion. Il n'est pas question de te laisser aller et de te mettre à chialer comme une tarlouse, ok? Donc, Gad, tu dois faire un adieu final sans chialer. Tu contiens tout ici. Tu contiens tout? Vas-y, je te regarde. Contiens comme ça. Tu contiens tout ici et tu laisses sortir. Voilà. Voilà, c'est bon. Ouais, voilà. Mais en fait, exceptionnellement, ce que je vais te dire, Gadi, ce soir, c'est que je ne vais pas faire de leçon numéro 3. Ok? Parce qu'on a beau être une rebelle et une curieuse comme moi, je suis au vert ému. Non. Je suis au vert ému parce que I have a heart, you know. I miss you yet, vous me manquez déjà en langage des États-Unis. Je suis bilingual. Bon, Thierry, j'ai envie de te dire, j'ai adoré faire cette année avec toi. Ouais. Je te niquerai plus tard. Je me casse. Luce, bande de ringards, Luce, bande de bourgeois. Et je vous aime bien quand même.
Axel Cat vous a présenté Pas la météo. Elle est folle. Elle est folle. Gad, vous connaissez Philippe Vandel. Ouais. C'est bientôt les vacances. Je dis ça sans aucun rapport avec la chronique de Colombe, qui était extraordinaire. Pour ceux qui rêvent de pays chauds, de cocotiers, des images d'une bande de passionnés, pas de pensionnés, qui pensent qu'il n'y a pas que les Seychelles dans la vie, la preuve. Donc ça commence par un gros avion à hélice, ça caille en cabine et c'est pas étonnant. La direction, c'est le Groenland. Et de là, les passagers prennent un hélico pour débarquer à 600 km au nord du cercle polaire, dans le village d'Umanak, 1700 habitants et 6000 chiens. Et justement, ils doivent encore prendre un traîneau. Qui sont ces gens? Des scientifiques? Pas du tout. Des touristes? Pas vraiment. Ce sont les participants du championnat du monde de golf sur glace. Génial! Alors quel est l'intérêt? C'est à vous de me le dire. C'est les mêmes règles que le golf, mais sur la glace. Seule variante, la balle est orange. Il y a 18 trous comme dans le vrai golf. Ça veut dire que le parcours dure environ 4 heures. Et 4 heures par moins 15, ça se ressent sur les organismes. La preuve. Donc il n'y a pas que des mecs qui loupent la balle, il y a aussi des types qui perdent leur balle. Voilà, et pour la retrouver, la balle dans la neige, je dis bonjour et bravo. Pas mal, non ouais. C'est un bon délire. J'adore ce genre d'image. Non, la glace, non. Vous avez plutôt le sud, vous. Non. Non, la glace, là. Le golf dans la glace. Voilà. Je ne vais pas applaudir la glace. Non. Non, c'est pas la peine. Ensuite, une peluche. Non, mais je suis à l'écoute, j'écoute. Non, Pierre, oui, non, il ne faut pas demander la réaction, sinon c'est plus spontané. D'accord. Voilà. Une peluche, plus qu'une peluche, une télécommande universelle. Exactement. Comment? Si, ça marche, regarde. Attends, évidemment, j'ai appuyé sur volume. J'avais pas très bien préparé mon coup à l'avance. Voilà, ça fonctionne comme ça. Alors ici, les oreilles, ça fait le volume, plus ou moins. Et ici, vous changez le canal avec les chaînes. Ici, vous passez, vous pouvez la faire taire. Et ici, vous changez le canal vidéo ou le canal pas vidéo. Voilà. Et est-ce que ça marche? D'accord. Voilà. Allez-y. Ah ouais. Attends, là, je monte et je voulais descendre un petit peu. Je vais essayer de pas passer trop longtemps sur le loft. Voilà. France Info. Et ça, c'est nous pour dire si on est vraiment en direct. Bien joué. Hein? C'est pas un petit peu formidable? Aucun intérêt. Voilà, ça sera en vente en septembre et ça vaut 1900 francs. C'est Lexibook qui fait ça. 1900 francs, oui, d'accord. Ah oui, mais ça fait peluche en même temps. Oui, ça fait peluche aussi. Il y a un truc que je comprends pas. Comment on peut jouer au golf sur la glace avec ça? Oui, pas mal. Comme ça, tu m'as dit? Oh, voilà, tu retiens tout. Voilà, ouais, là c'est bon. Ok, Shadow. Au revoir. Au revoir. Axel, je la peluche. Écoute, c'est un petit peu l'heure des bilans. Ouais. Ici, j'ai fait plus de 1200 rubriques. Ça va bientôt se finir. J'ai montré toutes sortes de gens et j'ai rarement 1200? rencontré. 1230, je crois, vendredi. Wow. Et j'ai rarement rencontré un personnage comme Martine que je vais rediffuser. Elle s'appelle Martine, donc elle tient une boulangerie quelque part en banlieue. Je fais exprès de ne pas donner l'adresse, vous allez comprendre pourquoi. Et alors, je précise, c'est très important. Elle est mariée. Elle a 5 enfants, cette dame. Elle a une vie personnelle et une moralité totalement irréprochable. Il y a juste un petit truc, vous allez voir, ce sont les clients qui en parlent le mieux. Monsieur, s'il vous plaît, comment elle était ce matin, la boulangère? Comme d'habitude. Bonjour, je m'appelle Martine, je suis boulangère depuis 18 ans. Vous êtes habillée comme ça quand vous servez dans la boulangerie? Bien sûr. Très charmante, très charmante. Et le pain? Ah, très bon. Oui, France, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Madame, plaisir. C'est quoi ces photos au-dessus du comptoir? C'est moi, c'est des photos que j'expose dans ma boulangerie depuis 4 ans. Vous vous habillez comme ça depuis 4 ans? Ah non, depuis toujours. Où est-ce que vous trouvez toutes ces fanfreluches? Je tourne, je vire dans les quartiers de Paris, dans les rues et tout ça. Et puis des fois, je vais acheter quelque chose, ça va pas me plaire, alors je donne à ma couturière. Je le fais rétrécir, raccourcir, ou comme je le sens. Mais jamais rallongé? Ah non, surtout pas. Elle s'habille comme ça, votre femme? Non, pas du tout. Ah bon? Non. Mais elle n'est pas boulangère, votre femme? Non. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui viennent plus pour vous que pour la boulangerie? Oui, j'en suis sûre, à leur façon de rentrer, de ressortir et d'avoir l'air heureux quelque part. C'est très délicat de vous dire ce que je pense. Vous êtes marié? Absolument, oui. Les réactions des clients? Alors parfois ils rentrent, mais au lieu de regarder la marchandise, qui serait chose plus logique, ils me regardent moi, ils regardent ma poitrine, quoi. Et puis bon, ils prennent n'importe quoi, la première chose qui leur tombe sous la main. J'ai l'impression que ça choque particulièrement, oui, ça choque un peu des gens qui sont un peu coincés, quoi. Comment vous qualifieriez votre façon de vous habiller? Naturel, une façon d'être moi-même, c'est ma féminité. Mais jamais vulgaire? Non, non, j'aime pas la vulgarité. Elle est incroyable, non? Naturelle, hein? Elle est géniale. Et sans trucage, hein, c'est pas un sketch. Elle est vraiment comme ça. Merci beaucoup Philippe, on est très en retard, on se revoit vendredi pour la dernière. À tout de suite, la météo. Bonsoir. La
avec Center Park. Bonsoir Tania. Tania, je suis désolé, je vais vous speeder un peu, on est très en retard. On y va. Allons-y. Animation, c'est Allez, parti. on est la dépression responsable du mauvais temps d'aujourd'hui va quitter la France. Une autre dépression arrive du nord-ouest, mais elle sera très légère et ne devrait apporter que peu de pluie. Donc le matin, un beau soleil va briller partout en France. Quelques petits nuages passeront sur le nord-est, sur la Bretagne et la Loire-Atlantique. Le temps sera un peu plus couvert et quelques brumes matinales apparaîtront en Aquitaine. Ok, c'est bon, prenez votre souffle l'après-midi. Ok, la masse nuageuse reste sur la Bretagne et la Loire-Atlantique. Elle donnera quelques averses. Ailleurs, le soleil va briller. Des passages nuageux vont légèrement voiler le ciel, sauf sur le pourtour méditerranéen qui sera une fois de plus privilégié. C'est royal, les températures? Ça se réchauffe. 19 à Brest, 25 à Paris et 27 à Bordeaux, Toulouse et Marseille. Vous étiez royal, Tania, merci beaucoup, à demain. Avec Bonne plaisir. soirée. Center Park nous souhaite du bon temps. Même chose, PPD, dites-moi bonsoir, mais très rapidement. Ça va très bien, oui, oui, à tout à l'heure, hein, je reviens. Ok, c'est parti, les Guignols dans un instant, roule. Après les Guignols, dans Nulle part ailleurs, qui est-il, Gad Elmaleh? Waouh. Regardez pas Nulle part. Le zapping. Bien. En plus, c'est je le parti. regarde, le zapping, tout le temps. Ah, c'est bien. C'est vrai. Bah, voici celui du jour. Ça. 5 heures que tout le village de Pipera retenait sa respiration. 5 heures qu'une fillette de 2 ans était tombée dans un puits particulièrement étroit et profond du sud de la Roumanie. Les tentatives pour la sauver s'étaient succédé en vain. Les pelleteuses, cherchant à démanteler les cylindres de béton qui structurent le puits, risquaient de provoquer un éboulement du site à tout moment. Et puis il y a eu cette initiative un peu folle. Une jeune femme de 18 ans, Oana, a proposé de descendre dans le puits la tête la première, attachée à des cordes. Le pari était fou. Mais ça a marché. La fillette est saine et sauve, elle n'aurait aujourd'hui qu'un gros bobo, tout juste une jambe cassée. Je pense que là, c'est où Jotte, là, et jamais ils m'offriront un bouquet de fleurs après l'élection de Miss France. Qui ça? TF1, qui font 18 millions de pubs dans l'émission. Même pas le petit truc? Rien. Non, c'est pas... C'est des rats. C'est pas très réglo quand même. Rats d'égout. Ouais. Tu te rends compte? Moi, sur France 3, il était plus classe. Tout le monde se dit, là, ils sont beaux, ils sont chauds, on les embrasse et tout. Et en fait, c'est parce que vous avez une calvitie de vieillard. C'est ça. Mais on vous emmerde, nous. Génial ça, la mèche réversible. La mèche réversible. Est-ce que t'es amoureux de Laure? Non. Est-ce que t'as envie qu'elle te pépon? Ouais, ça serait bien ça. Est-ce que t'as envie de coucher avec? Comment? Est-ce que t'as envie de coucher avec? Ouais, ça serait bien. Est-ce que tu penses que ça va être une longue histoire? Je sais pas. Oui ou non? Je sais pas. Oui non, mais attends, ou non? lui, il l'a dit Joker. plein de fois, je sais pas. Joker. Exactement. C'est bien. Sans parler de l'image qu'ils ont des femmes. Parce que dans ces films-là, les femmes sont entre guillemets toutes des salopes, et bien souvent ils pensent que quand elle dit non, en fait c'est pas vrai, elle pense oui. Et quand je lui dis mais pourquoi tu penses qu'elle ment ou qu'elle dit pas ce qu'elle pense, parce que dans les films ils ont vu que la nana qui au départ disait non, en fin de compte, on croit comprendre qu'elle aime ça et qu'elle ose pas le dire. Et certains imaginent que toutes les femmes sont comme ça. Jeanne d'Arc aussi était voilée ce matin comme par solidarité avec les quelques 800 000 Afghans qui ont quitté leur pays depuis un an pour fuir la famine et le régime des talibans. Grâce à W, José María Aznar est promu président et rebaptisé Anzar. Es un gran honor para viajar a la España y visitar con el rey y también el presidente Anzar. Retour à Krasnoyarsk pour une image qui résume l'insouciance généralisée qui règne aujourd'hui en Russie en matière de sécurité nucléaire. À l'intérieur de ce silo, des fûts de déchets radioactifs. S'ils ne fuient pas, l'eau qui les entoure n'est pas contaminée. Pour prouver qu'il a entièrement confiance dans la société russe, ou peut-être forcé par ses supérieurs, cet homme y plonge un verre et boit. Il se condamne peut-être à mort. C'est la star de l'info, affaire hexagonale, la guerre
C'était le vrai. Gad, nous allons en votre compagnie continuer de parler théâtre, car notre deuxième invité a adapté et joue une pièce qui est un monologue qui s'intitule 54-13. C'est de Jean-Bernard Puy et c'est jusqu'à la fin du mois au Théâtre de la Bastille. Voici Jacques Bonafé. Bonsoir Jacques. Bienvenue. Vous vous connaissez ? Non, on fait connaissance. Enfin, je sais qui c'est, mais on se fait connaissance. Vous avez entendu parler de cette pièce, 54-13 ? Non, mais je sens qu'on va en parler. Absolument. Donc c'est le titre de ce monologue signé Jean-Bernard Puy, parce que 54-13 dans le vélo, c'est un développement, c'est ça, hein ? C'est un braquet, un déveveppement, oui. Ouais. 54 dents sur le plateau avant et puis 13 à l'arrière. Il faut des bons mollets pour tirer ça, je crois. Et donc le texte, sont les états d'âme des coureurs du Tour de France. C'est ça, c'était une manière de rentrer dans la tête d'un coureur ou dans le cœur de la course. Au départ, c'était un roman de Jean-Bernard Puy, et qui effectivement s'intéresse au cas d'un anonyme du peloton qui a un coup de tête, une échappée. C'est le moment sublime du cycliste. Liliane Faugère, oui. Oui, Liliane Faugère. Il est originaire de... C'est peut-être son nom de gloire, hein. Et il est originaire de Dunkerque, ce qui m'intéresse toujours parce que je m'amuse avec l'accent du Nord. Bah vous êtes un peu du Nord, non ? Et je suis du Nord, et ça raconte aussi merveilleusement le carnaval de Dunkerque, qui est un grand moment. Et alors donc ce coureur s'échappe dans une étape du Tour. Liliane. Oui. Et alors il passe par toutes les phases possibles. Et ce qui est intéressant dans l'écriture de Puy, c'est qu'il y a son souffle, il y a tout son effort, il y a aussi une chose formidable qu'on ne dit pas assez sur les coureurs, mais que la tête elle tourne pendant tout ce temps-là. C'est un ensemble de raisonnements. De même que le vélo est une machine d'engrenage, d'enroulement, la tête du coureur est aussi composée de choses qui s'enroulent, qui s'enchaînent. Il dit il ne faut pas que je lâche, il faut tout ce qui me passe par la tête, il faut que j'y pense. Et ensuite tous les raisonnements de ce coureur, c'est ce qui compose la musique, la langue de Puy, elle est faite de ça. Et alors il y a tout, il y a l'euphorie, il y a la fatigue, enfin tout ce qu'un coureur peut vivre dans une étape du Tour, y compris les spectateurs très casse-pieds. Regardez extrait. Le spectateur est surpris, vous êtes en avance. Le spectateur est furieux, vous êtes en retard. Le spectateur vous aime, donc vous en veut. Tous les cons qui en montagne te balancent des seaux d'eau vinaigrée là, dans la gueule de plein fouet. Le vinaigre, ils savent pas doser. Les yeux qui te piquent pendant au moins 10 bornes. La peau du cou et du dos qui brûle. Les salauds, les pauvres cons. Ça, dis donc, il paraît que c'est bon pour la sueur. Un crétin un jour a dû dire ou écrire ça, là. Mais je suis pas dangereux. Je suis à 2h36 de l'Espagnol. En TGV, ça fait Paris-Valence. Ça va, hein ? Et ça marche super bien. Alors, Samy Frey avait fait une pièce de théâtre intitulée Je me souviens, à vélo. Pourquoi vous n'avez pas joué à vélo carrément ? Sans doute les acteurs sont retors, en tout cas au théâtre, il faut le contraire de ce qu'ils racontent. J'ai pas besoin de me mettre à vélo, puisque je racontais le vélo, j'aurais été une espèce de pléonasme, on peut aller un peu dans plus de finesse, en tout cas je me suis offert ça. De même que Samy Frey, quand il était à vélo, il racontait pas le cyclisme d'ailleurs, il disait je me souviens, le texte de Pérec, qui n'indique aucunement qu'il faut un vélo. Mais il y avait cet effet d'enroulement, de passer d'une idée à l'autre, d'enchaîner les choses comme à vélo. Et alors vous moulinez avec les bras. Je suis pas seul à mouliner des bras, avec un souffle exceptionnel, un dieu du jazz qui est Éric Lelanne. Je suis pas seul à me risquer dans la musique démo. Il y a un trompettiste extraordinaire. Et pourquoi vous avez fait ce choix d'accompagner le texte de trompette ? Parce que le texte était porteur des ambiances du Tour. La première, celle de base qu'on connaît, c'est parti plutôt de ça que de l'accordéon musette. Je suis parti de cette rumeur des routes et de peut-être ce qui bondit le plus fort aux oreilles du coureur. Et puis aussi parce que j'aimais beaucoup Lelanne et qu'on s'était promis de trouver un croisement des chemins d'improvisation communs, quoi. Pendant tout le temps de l'écriture, il improvise à la trompette. Ça dure combien sur scène ? 1h15, une bonne heure et quart. Et alors c'est assez physique, hein. C'est un peu comme vous, il commence la pièce bien habillé, tout sec, et il termine et il n'y a plus un poil de sec. Vous moulinez tout le temps avec les bras. Est-ce que les moments de fatigue du coureur dans le texte correspondent au moment où c'est le plus dur aussi pour vous ?
Oui, on partage certaines choses, mais c'est marrant parce que la fatigue équivaut à l'exaltation. Je pense chez le coureur aussi, c'est-à-dire que plus on se fatigue, plus on sent l'intensité des choses. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui montent à vélo et qui poussent encore plus loin l'effort, qui se font si mal. Je crois qu'il y a, effectivement, on a des fatigues simultanées, le coureur et l'acteur, et au même moment, une espèce d'euphorie, je sais pas, d'approcher du spectateur, d'être plus près du public. Oui. Vous Gad, c'est pareil sur scène, il y a des moments où c'est physiquement plus dur. C'est ça sur l'effort, à un moment donné, que ce soit physique ou à un moment donné précis du spectacle où il y a une jubilation et un truc qui demande un effort et on sent qu'on est réellement dedans, quoi. Ouais. Enfin, pour moi, c'est ce moment qui est assez jubilatoire. Certains de vos sketchs sont très physiques, bougent beaucoup. Il y en a, c'est parce que j'aime cette approche, j'aime ce travail-là au théâtre, ça m'ennuie quand les acteurs bougent pas, quoi. Moi, j'ai besoin de ça, c'est une école que j'aime, quoi. Préfère le théâtre ou le cinéma? Vous pouvez demander à Jacques Bonafé s'il préfère le théâtre ou le cinéma, vous verrez ce qu'il va oui, tiens, pourquoi pas. Le fait que vous soyez du Nord, ça... Du Nord plutôt comique ou plutôt tragique vous préférez les rôles qui pleurent ou bien... Bah voilà, demandez-lui. Le fait que vous êtes du Nord vous a rendu tout petit particulièrement sensible au cyclisme, et c'est pour ça que vous faites 54-13 ou ça n'a rien à voir? Oui, il y a une histoire du cyclisme qui est fort, dans le Nord, où souvent beaucoup d'histoires sont inscrites comme ça, comme dans des pays à forte résonance sociale. Mais il y avait une idée de se dépasser soi-même qui a été inscrite dans l'histoire de beaucoup de mineurs. Il y a beaucoup de champions cyclistes qui étaient originaires du Nord, et ne serait-ce que cette image du fameux champion Stablaski, champion du monde, et qui était mineur, qui s'est sorti de sa condition familiale par le vélo. Bon, mais ce dépassement comme ça est une histoire forte, une des légendes du vélo, oui, et qu'on retrouve beaucoup dans le Nord. Et puis peut-être aussi le Nord par contagion avec la Belgique, qui est quand même le pays de religion du vélo, et où le public a une ferveur qui est incroyable. Bon, je retrouve dans le Nord, dans des ambiances de fête. Une autre chose qui apparaît dans le texte, c'est que dans le peloton, en tout cas tel qu'il est décrit par Jean-Bernard Puy, le texte est assez récent, il a 4 ou 5 ans. Oui, il n'y a pas de pitié pour les plus faibles. Oui. Disons qu'il a définit cette chose intéressante, si je ne fais pas trop sérieux, c'est qu'il dit qu'il y a une très belle dramaturgie dans chaque course. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelles seront les places, comment seront distribués les rôles, mais tout s'y joue. Et c'est pas seulement le champion, c'est pas seulement le gagnant qui est intéressant, c'est comment chacun a tenu son rôle. Il y a des traîtres, il y a des mecs qui sont sublimes au départ, comme ça, sur un moment de grâce incroyable, qui se font bouffer. Il y a des mecs qui sont rusés, comme Ulysse était rusé. Il y a toutes sortes de rôles distribués. Et cette dramaturgie, dit-il, elle est essentielle. Elle fait tenir une histoire palpitante pour le public qui n'ignore pas qu'il y a des tas de tricheries. Et il voit avec admiration passer ces héros. Mais il n'ignore pas que tout le monde le sait, sucer la roue, être derrière et profiter de la moindre occasion pour... on sait que c'est bourré de mauvais coups un peloton, oui, que c'est très dangereux, etc. Nouvel extrait, justement, pas de pitié pour les plus faibles. Le vélo, c'est pas l'histoire. Il n'y a jamais de balbutiement. Il n'y a que des victoires, des défaites, du blanc ou du noir, du brillant ou du terne, la gloire ou la honte. Estan, une petite ville charmante. Plus que 300 mètres, 1, 2, 3, j'arrête de compter au premier type qui porte une casquette blanche. 7, 8, à une casquette blanche, Crédit Agricole. S'échapper prétend les journalistes, c'est un hold-up. Le coureur rejoint, avalé par le peloton et comme exécuté. Il n'y a rien à redire. Rien à redire. Il n'y a rien à redire. Il est comme exécuté. La dramaturgie dont vous parliez un instant, ça explique le fait que tant d'écrivains se soient intéressés au vélo depuis le début du siècle. Il y a des... chaque histoire est passionnante, oui. Je pense que effectivement, c'est une inspiration folle pour l'écriture, le vélo. Je crois que c'est la figure des héros, figure tragique de certains héros, des mecs qui ont laissé leur peau, mais aussi des mecs qu'on n'a jamais vu aller si loin dans l'effort. C'est ça qui donne des pages sublimes à Blondin et à tant d'autres. Parce que la vie est dans le vélo, en fait. Oui. C'est beau, ça, non? Non, pas vraiment. Non, d'accord. Bah Fred, alors tant pis. Il me casse tout. Parce qu'apparemment, il y a un mec de la Sécu qui a appelé, on vous a piqué votre vélo, Jacques. Je suis désolé de vous l'apprendre devant tout le monde. Voilà. Ça, oui, non. Mais non plus. Tu vois. Ça, bon. Il y en a un des chiens. Oui, il y a Philippe Duquesne.
qui est dans une phase du récit, c'est comme s'il était mon entraîneur. Il me donne un code de conduite à vélo qu'il appelle le code Wegmuller, et il me dit comment me tenir à vélo, et il dit la vraie philosophie du vélo, qui est un moment sublime, qui est écrit par Puy. Et donc, Dukan intervient en images projetées dans le spectacle. On est comme des petits forains, là, on balade notre caravane sur la scène, notre podium, et lui, il intervient là-dedans. D'accord. Moustique, il est l'heure de Moustique, on vous retrouve dans un instant, messieurs. C'est... Bah aussi, ouais, Universal, voilà. Ouais, aussi. Ouais. Du théâtre encore, messieurs, les Robins en direct, comme tous les soirs. L'instant norvégien des Robins des Bois. Grut. L'instant norvégien est présenté par Marina des Robins des Bois. La nouvelle est fraîche comme Philippe Léotard à 4 h du matin. Les Robins des Bois ont décidé d'arrêter la télévision pour retourner à leurs premières amours, la Seine. Dès l'année prochaine, vous pourrez donc les retrouver sur le pont Mirabeau en train de pêcher à la palingrotte. C'est ça. Tout de suite, sur le départ des Robins des Bois, la réaction d'une chaise. Ouais. En même temps, cette chaise, elle n'a pas la télé, donc c'est normal qu'elle s'en foute. Bon, tout de suite, une émission qui s'en fout pas. Bonsoir. Bonsoir aux dernières rencontres de la cascade de Monte-Carlo de Paris. Ce soir, un petit bonjour tout spécial à Gad Elmaleh. Tu te souviens, Gad, au Jamel Show, quand je te faisais répéter dans ta loge? Oui. Coquin. Il a le courage d'un pleutre. Il a les muscles en matière grasse. Il a raté de 2 doigts le concours de Monsieur Univers. Enfin, quand je dis de 2 doigts, de 2 gros doigts, hein. Enfin, de 2 mains, en fait. Plutôt des cuisses, 2 grosses cuisses. Bref, il est là ce soir. Pouf, le cascadeur. Ah bah non, je suis bête. C'est pas moi le cheval. Allez, croupe qui pète. Hop. Bonsoir. Bonsoir, pouf. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade réussie. Ah, donc c'est pas de vous qui allez la faire? Si. Attendez, pouf, j'ai les statistiques. En 4 ans et 387 cascades, vous en avez raté exactement 387. Non, j'ai pas raté. Je faisais semblant de tomber pour que les feuilles mortes se sentent moins seules à l'automne. Et vous faites semblant aussi d'être con? Ah non, j'ai toujours été ferme là-dessus, je suis con pour de vrai. Bonsoir. Bonsoir, pouf. La cascade réussit. Pour la faire, je prends des accessoires qui réussissent dans la vie. Un escabeau qui a son bac, un trampoline à eau qui gagne 3 plaques par mois, ainsi qu'un pétard à mèche directeur de clinique. C'est bon, jusque-là, personne ne suit? Voilà, vous pouvez continuer, pouf. Bonsoir. La cascade réussie, c'est lorsque je décide d'arrêter ma carrière avec une cascade pas ratée, afin de prouver à ma belle que je préfère prendre ma retraite avant d'être vieux que de prendre un vieux pour lui piquer sa retraite. Mais quel est le nom de votre belle, pouf? Vu que c'est ma dernière cascade de la vie, est-ce que je peux dire le vrai nom de ma belle? Bien sûr. Régine. Attendez, la reine de la nuit? N'importe quoi. Non, pas n'importe quoi. Viens là, ma Régine. Chérie. Et voilà. Dis donc. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Pardon? Ça suffit. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tout va bien. Ah.
Et mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais la cascade. Ah non, non, j'ai peur que tu te casses la gueule. Moi, je vais le faire à ta place. Non.